regard. Le regard, suivez le regard sur l'actualité, le développement et la culture sur Métropolis, la 97.1 FM. Une émission qui vous est présentée par Noélie Assogbavi. Mama music Nama dongu nusona wajila nyama wiyelo Fisi macho mado mayina nyama wiyelo We potanya chonya davi makava sada hebe Tamado dosi na wada nunya ava eme Kanyama hanwa nyama tinjiyo Makojijo nyama bijiyo Nusia nyama hinya yehowa awena mlo. Le regard, suivez le regard sur l'actualité, le développement et la culture tous les mardis et jeudis à partir de 14h30 sur Métropolis, la 97.1 FM. Une émission qui vous est présentée par Noélie Assogbavi. Dans un contexte où le Togo continue de consolider ses institutions et de renforcer son processus démocratique, le dialogue entre les acteurs politiques et la société civile apparaît plus que jamais comme un outil essentiel pour la stabilité et la cohésion sociale. Au-delà des rivalités partisanes, c'est la capacité à écouter, négocier et collaborer qui permet de construire un avenir partagé. Comme le disait Nelson Mandela, la vraie paix n'est pas simplement l'absence de tension, c'est la présence de la justice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons analyser avec notre invité les initiatives récentes de dialogue politique, l'action de la société civile et les défis auxquels font face les partis d'opposition dans le but de mieux comprendre le paysage politique togolais et d'évaluer les perspectives d'unité et de développement pour tous. Pour enrichir notre débat sur l'engagement politique, les défis de l'opposition et l'avenir démocratique au Togo, nous recevons aujourd'hui Francis Pedro Amouzou de l'ANC. Fort de son expérience au sein de ce parti d'opposition et de sa connaissance du paysage politique togolais, il partagera avec nous son regard sur les actions de l'opposition, les obstacles à l'unité et les perspectives pour une démocratie plus forte et inclusive. Monsieur Francis Pedro, bienvenue dans notre émission. Merci madame, bonjour à vous-même et à vos collaborateurs, bonjour à vos auditeurs. Comme d'habitude, j'implore toujours la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur notre pays, parce que sans cela, nous ne pourrons rien faire. Quand bien même nous devons travailler nous-mêmes et permettre à Dieu de nous aider, j'implore toujours, à chaque fois que je dois prendre la parole, je demande la permission pour qu'il m'éclaire afin que je puisse dire les choses justes et vraies qui doivent construire la nation. Amen. Monsieur Amouzou, revenons sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la vie politique togolaise? Merci pour la question. Est-ce que j'ai un parcours? Je dirais que mes parents ont fait de la politique. Mes parents, très tôt, pour permettre à notre pays d'accéder à l'indépendance, mes parents ont activement travaillé. Très petit, j'ai vu ce que faisait mon père. Donc, j'étais déjà bébé, je faisais déjà de la politique parce que pour aller chercher papa
à la prison. C'est de la politique, hein, parce que mon père a passé la majeure partie de sa vie en prison pour que le Togo soit indépendant. Il était de Et quel c'est pour parti? ça. Il faisait de quel parti? Il faisait partie du CUT, le comité de l'unité togolaise, et avec d'autres Togolais comme le grand-père de M. Jean-Pierre Fabre, M. Amozo Claudius Franklin dit Pian, avec M. Sylvanus Olympio lui-même, avec d'autres, et qui sont consacrés dans le décret 62-8, l'autre décret 62-67, c'est décret qui consacre l'ordre national d'honneur, qui a valorisé ceux qui, sans eux, le Togo ne serait jamais indépendant. Ils sont au nombre de 46, je dirais modestement, mon papa en faisait partie. Maintenant, en tant que citoyen, moi-même, vous le savez, je suis journaliste, j'ai essayé, par ma modeste contribution, à informer le peuple togolais depuis les années 90 jusqu'en 2013, quand j'ai cessé d'animer un journal en tant que tel, mais je n'ai jamais cessé d'écrire. Et par la suite, je suis arrivé totalement dans un parti politique qu'on appelle l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Vous n'êtes pas sans savoir que, bien sûr, en tant que journaliste, j'ai suivi presque tous les partis politiques créés dans les années 91 jusqu'à maintenant. J'ai suivi beaucoup de partis politiques et j'étais un peu proche, hein, d'abord de l'UFC et ensuite de l'ANC, fondamentalement parce que les idéaux de l'ANC coïncident avec ce que je pense de la politique, c'est-à-dire faire asseoir la démocratie dans notre pays, véritablement la démocratie dans notre pays, et avoir un état de droit, construire un état de droit où la loi est respectée par tout le monde, du sommet jusqu'à la base. La loi est respectée. Et dans ce respect de la loi, contribuer au mieux-être de la population. Ça, ce sont les idéaux de l'ANC que je suis en train de mettre en exergue comme cela. Et quand on fait de la politique, c'est pour le mieux-être des populations. Apporter un plus aux populations. Faire en sorte que la jeunesse, les femmes s'émancipent véritablement. Est-ce que, comment je vois les jeunes aujourd'hui, je me demande par quel miracle ces jeunes-là vont s'émanciper dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas, d'alternative pour eux. Les femmes, vous-même vous en faites partie parce que c'est pas aujourd'hui que je vous connais. Les femmes togolaises sont laborieuses. C'est elles qui font tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ces femmes? Quelle ouverture on a donnée pour ces femmes togolaises-là aujourd'hui? Lorsqu'on sait que la femme togolaise, elle est commerçante, on brûle les marchés où les femmes sont commerçantes. Alors, il n'y a pas d'alternative pour la jeunesse, ni
ni les femmes. allez Donc voir. c'est pour cela que, c'est pour tous ces engagements-là que je me suis engagé en politique, et vous le savez très bien, aux côtés de l'ANC. Dieu est grand, nous arriverons un jour. En somme, Monsieur Francis Pedro, vous avez la politique dans le sang, pourquoi pas dans l'ADN? Je crois que c'est fixé sur mes chromosomes sérieusement. Comme je viens de vous le dire, ça n'a pas été du gâteau dans ma famille. L'engagement politique n'est pas toujours facile, surtout pour ceux qui défendent l'opposition. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent s'impliquer aujourd'hui dans la politique? Je peux dire à mes jeunes frères que faire de la politique, ce n'est pas chose aisée. Mais faire de la politique au Togo est encore plus cocasse que cela. Parce que ça n'ouvre pas les portes. Faire de la politique vraiment. Et pas être accroché à quelque chose, non. Ça devrait ouvrir quelle porte? C'est-à-dire, quand vous faites de la politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le mieux-être de tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. Et quand vous faites de la politique, c'est votre bien seul que vous cherchez. Vous ne faites pas de la politique. Vous êtes opportuniste en ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a un conseil à donner aux jeunes? Mais le conseil, c'est que les jeunes doivent s'engager résolument dans la politique du bien. Pas dans le mensonge que, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui, on apprend aux jeunes à mentir pour avoir de l'argent. Non. Quand vous mentez, vous détruisez votre pays. Mais quand vous êtes résolument engagé, vous apportez un plus. Et pour le faire, il va falloir que les jeunes étudient. C'est pour ça que mon parti, l'ANC, met l'accent sur l'éducation. Nous devons changer du tout au tout l'éducation, le système éducatif de notre pays. Parce que ce système-là ne permet pas aux jeunes de s'émanciper. C'est-à-dire, on bourre le cerveau aux jeunes, et puis ils ont des diplômes, mais ils ne savent pas faire grand-chose avec. L'éducation doit changer pour que les jeunes, quand ils sortent des écoles, qu'ils puissent travailler ou qu'ils puissent créer leurs propres entreprises. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça fait partie du programme de l'ANC. Ça, je peux vous le dire, le programme, il est là, le projet de société, il est là, et l'éducation est en bonne ligne dans ce projet de société-là. Donc, pour les jeunes doivent s'engager, avoir le courage de s'engager dans la politique. Parce que si vous ne vous engagez pas, vous pensez que non, vous allez être sur les réseaux sociaux en train de raconter votre vie, la politique vous fera, de toutes les manières. Elle vous fera. Donc, j'en appelle aux jeunes de véritablement, quand nous étions jeunes, en ce moment-là, nous participons à beaucoup de choses. Aujourd'hui, les jeunes ne participent plus à rien du tout. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Oui, on peut utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux pour apprendre, mais ne pas utiliser les réseaux sociaux pour s'aliéner. Justement, c'est pour cette raison que des décisions ont été prises pour l'utilisation des réseaux sociaux, pour réglementer l'utilisation des réseaux sociaux. Monsieur... Non, je ne crois pas que c'est pour ça. J'ai bien écouté le procureur de la République.
Et je suis contre ce qu'il a dit et ce qu'il veut faire. Ce n'est pas comme ça, il faut le faire. Il n'a rien dit de nouveau. Tout ça, ça existe déjà dans nos codes. Les lois là existaient déjà. Il n'a fait que relever le fait que ces lois existaient déjà. Moi, je peux retourner la chose au procureur de la République. C'est pas moi qui mets les gens sur les réseaux sociaux pour insulter, pour dénigrer, pour dire des mensonges. C'est pas moi, hein. Et je ne veux pas donner des preuves ici. J'ai des preuves tangibles. Monsieur Francis, ça, ce sont vos paroles. Au-delà de l'action des partis politiques, la société civile demeure un acteur déterminant de la mobilisation citoyenne. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur son rôle et son impact au Togo? D'abord, la société civile doit être forte dans un pays. C'est la société civile, le travail de la société civile qui est engagé, qui amène les politiques à affiner une réelle politique de développement dans un pays. Si vous n'avez pas des associations crédibles qui fonctionnent pour les droits de l'homme, pour le droit des femmes, le droit des jeunes, qui fonctionnent pour le mieux-être de la population, parce qu'il y a plusieurs formes de société civile. Si elles ne sont pas fortes, vous pouvez être sûr. Hier, on a eu un semblant de société civile très forte au Togo. Et je me rappelle que en 2012 et le 16 novembre 2012, oui, pas 2012, le 16 novembre 1992, ce sont les organisations de la société civile qui ont lancé la grève générale et illimitée dans ce pays et qui a été suivie de bout en bout pendant des mois. C'est parce que ces sociétés civiles-là sont fortes. Sur ce sujet-là, c'est un débat. Parce que bon nombre de personnes pensent que ça n'a pas été suivi comme l'opposition le voulait. Au fait, j'étais déjà journaliste à la télévision nationale et je sais que ça a été suivi. C'est ça qui a amené la médiation de l'Union européenne ici, où deux ministres sont venus. Monsieur Marcel Debache de la coopération, ministre de la coopération française, et monsieur Helmut, chef secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères allemand. Ils les ont amenés ici et tout le monde sait ce qui s'est passé après. Je ne veux pas ouvrir cette brèche-là parce que nous sommes en train de... Pourquoi est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'un semblant société civile unie? Je dis en ce moment-là, c'est-à-dire, ça semblait que la société civile était forte, c'est-à-dire avait un certain tonus. Aujourd'hui, on a affaibli la société civile. C'est le constat que nous faisons amèrement. Entre-temps, lorsqu'on parlait de la LTDH, dans le temps, tout le monde tremblait. Parce que si la LTDH sort un communiqué ou bien un rapport, tout le monde sait que ça a son pesant d'or. Aujourd'hui, mais on a encore des sociétés civiles qui sont crédibles, puisque nous on travaille avec certaines déjà, mais il y a beaucoup trop de sociétés civiles alimentaires. Comme en excuse, je n'ai pas la langue, je ne fais pas la langue de bois, ni je n'ai pas ma langue dans la poche. Je dis les choses telles que je les sens. Donc, il va falloir que la société civile se reconstruise dans notre pays avec des objectifs clairs. Il ne suffit pas seulement d'aller lire un rapport, je ne sais pas, à Genève, et puis ça, c'est fini. Non, c'est sur le terrain que le travail doit être fait, et doit être fait sérieusement. Voilà.
Après avoir exploré votre parcours et l'importance de l'engagement citoyen, intéressons-nous maintenant au rôle de l'opposition togolaise et aux défis qu'elle rencontre. Alors, il est important de souligner que le parti au pouvoir a mis en place plusieurs initiatives destinées à renforcer les institutions et à accompagner l'évolution politique du pays. Dans ce climat où des efforts sont affichés pour consolider la gouvernance, l'opposition est souvent confrontée à des contraintes politiques et institutionnelles. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation générale du pays, du Togo, plus précisément du paysage politique au Togo, et sur les opportunités qui restent à saisir pour une meilleure gouvernance? D'abord, avant de faire l'état des lieux, j'aimerais dire que le régime actuel a dévoyé le rôle de l'opposition dans notre pays. Si vous prenez la loi dit que l'opposition s'entend parlementaire. La loi, c'est-à-dire que l'opposition s'entend parlementaire. Article 1er de la loi, je vais me rappeler du numéro. L'opposition s'entend parlementaire. Et deuxième article tout de suite, on dit que à l'Assemblée nationale, il suffit que quelqu'un dise qu'il est de l'opposition, qu'il est de l'opposition. Vous voyez? C'est antinomique. L'opposition s'entend parti politique qui n'est pas au gouvernement, qui ne participe pas à l'action gouvernementale. C'est-à-dire qui est en opposition au parti qui est au pouvoir et qui gouverne le pays. On ne peut pas être au gouvernement et être dans l'opposition. Mais la loi togolaise dit que c'est comme ça. Ce qui fait qu'il y a un fourre-tout. N'importe qui se dit « je suis de l'opposition », mais en même temps fricote avec le régime en place. Ça ne donne pas la clarté du statut de l'opposition dans notre pays. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, tout le monde crée son parti politique avec une idéologie très claire, n'est-ce pas? Et au Togo, ce me semble qu'il y a un peu plus de 110, 115 ou 118 partis politiques. Et tout le monde dit, je suis de l'opposition. Diantre. Vous allez voir des gens dans l'opposition qui prennent faire cause pour le parti au pouvoir. Est-ce qu'ils sont de l'opposition? Non. Et pourtant, au Togo, il y a l'opposition qui joue son rôle de l'opposition. Très clairement, mon parti, l'ANC, joue ce rôle-là. Il y en a d'autres. Je peux citer les FDR. Bon, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais je sais ce que nous faisons. Et je sais ce que ça nous coûte d'être dans l'opposition au Togo, où toutes les voies sont bloquées. Même les espaces de liberté que la loi nous confère, on nous les reprend. On nous a tout repris. Et la Constitution, et là je veux parler de la Constitution de 1992, est très claire là-dessus. Quand le peuple n'est pas content, le peuple manifeste. Mais aujourd'hui, pas demander. La loi dit que vous devez informer. Informer que vous devez manifester, vous allez voir ce que vous allez voir. On va aller vous chercher des arguments à retourner un eunuque dans la tombe. Et on vous dit non, vous ne pouvez pas. Au même moment, quand les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire, eux, ils peuvent tout faire. Un exemple typique. On dit qu'on ne peut pas faire une manifestation sur les routes goudronnées. Je n'oublie pas
que lorsqu'on a fini de construire la route de Ségbé, là, j'ai vu ce que les gens ont fait sur cette route-là, vraiment. Et on s'est posé des questions. Donc au Togo, il y a 2 poids, 2 mesures. Certains peuvent faire des choses, d'autres ne peuvent pas les faire. Ce n'est plus un état de droit que nous voulons construire. Pour de nombreux observateurs, l'opposition éprouve des difficultés à parler d'une seule voix. À votre avis, quels sont les obstacles qui empêchent aujourd'hui la formation d'une opposition réellement forte et unie alors que des décisions récentes ont marqué son évolution? Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'au Togo, il y a à peu près 118 partis politiques avec des idéologies différentes. Comment voulez-vous mettre ensemble plusieurs idéologies à la fois? C'est comme si vous prenez un sac, vous y mettez un serpent, vous y mettez un nombril, vous y mettez des crabes. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez transporter ce sac-là? Non. Mais par le passé, nous avons eu... Je suis en train d'argumenter. Il peut arriver à des moments que l'opposition dans son ensemble s'entende sur quelque chose. Mais ça ne peut pas être continuel. Dans ce cas, il fallait créer un seul parti unique de l'opposition au lieu d'en créer plusieurs. Vous voyez? Donc, il y a certains qui ont créé leur parti politique. Vous êtes d'avis qu'au Togo, il doit y avoir un seul parti de l'opposition? Non. Nous voulons construire la démocratie. Comment nous pouvons fermer la porte à la création des partis politiques? Mais il y en a qui créent des partis politiques dans le seul but d'aller négocier avec le pouvoir pour avoir quelques strapontins. Il y en a qui ont créé leur parti, qui se sont dit, attention, nous devons montrer la voie pour dire, ça là, ça ne va pas, ça là, ça ne va pas, il faut corriger ça, il faut corriger ça, il faut corriger ça, il faut corriger ça. Ces divisions montrent que l'opposition togolaise a des difficultés structurelles, l'absence d'un leader unifié, divergence et de tactique. Je ne sais pas dans quel pays il y a eu une opposition structurelle. Je n'en ai jamais vu. Alors, s'il y en a quelque part, comme le montre. Vous entendiez à mettre en place un fil conducteur que chaque parti, quelle que soit son opinion, doit suivre. J'ai dit tout à l'heure que, à des moments précis, sur des sujets précis, l'opposition peut s'entendre pour dire, sur ça là, voici la marche à suivre. Je donne un exemple typique. Lorsqu'il s'est agi de la constitution de la 5e République, il y a un certain nombre de partis politiques et d'associations qui ont dit non. La façon dont la chose est faite là, ce n'est pas normal. Ça ne respecte pas les règles du pays. Et ils se sont organisés pour lutter contre cela. C'est typique. Et ces partis-là qui se sont réunis, et associations qui se sont réunies, il y a l'ASC, il y a les FDR, il y a la société civile Novation Internationale dont nous avons perdu son directeur, paix à son âme. Nous sommes en train d'organiser ses obsèques. Il y a Citoyen Togo Debout, professeur David. C'est pour lutter contre cette constitution qui n'est pas l'émanation du peuple togolais. Et nous allons nous battre tous les jours contre cela. Quel que soit ce que ça va nous amener, ce n'est pas bon pour le Togo. Et ceux qui l'ont amené, ont amené cette constitution-là, savent que ce n'est pas bon, hein, parce que eux-mêmes s'empêtrent dedans. Ils ont fabriqué quelque chose dont ils ne maîtrisent même pas. Donc, l'opposition peut s'entendre sur ça. L'opposition peut s'entendre pour dire il nous faut nous entendre pour les meilleures conditions des élections dans le pays. Oui, l'opposition peut faire ça. Mais l'opposition ne peut pas tout le temps s'embrasser pour dire ah oui, puisque les idéologies sont différentes.
il y en a qui sont des socialistes, il y en a qui sont des libéraux, il y en a qui sont je ne sais quoi. Alors, quand vous prenez un parti qui prône le libéralisme et un autre qui prône le socialisme, vous voyez que les voix sont divergentes déjà. Mais pour moi, que les partis qui s'entendent s'assemblent pour faire quelque chose pour notre pays. Moi, je ne suis plus pour que tout venant. Tout le monde venait. Tout le monde venait. C'est ça qui a créé des problèmes dans notre pays. Ces derniers mois, le gouvernement a multiplié les signes d'ouverture en engageant plusieurs consultations et cadres de discussion visant à apaiser le climat politique et renforcer la confiance entre les acteurs. Le dialogue politique est souvent présenté comme un outil pour améliorer la gouvernance. Alors, Monsieur Francis Pedro, que pensez-vous des initiatives récentes de dialogue entre le gouvernement et l'opposition? Je n'en ai pas vu. En tout cas, ça fait belle lurette. Le cadre de concertation. Le cadre politique de concertation. C'est un machin. Ce cadre de concertation-là est un machin. Parce que nous sommes allés, le CPC, machin. Nous avons cru que le pouvoir voulait faire quelque chose. Quand nous y sommes allés, quand vous faites des propositions, on bat tout ça là en brèche. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on dise à l'extérieur que le régime est en train de dialoguer avec son opposition, point. C'est-à-dire, on veut de la cosmétique. Non, nous ne sommes pas là pour de la cosmétique. Nous voulons vraiment discuter. En politique, il faut toujours discuter. La politique, c'est l'art de la discussion. Mais lorsque vous finissez par discuter, que vous arrêtez quelque chose et que ça soit respecté, à quoi bon d'aller en discussion, de trouver des pistes de solutions et de ne pas les appliquer et de revenir faire pire que ce qui a amené les discussions. Vous voulez que j'éclaire un peu la lanterne de vos auditeurs. J'ai suivi beaucoup de dialogues au Togo. Je crois que nous en sommes à combien? Plus d'une trentaine aujourd'hui. C'est les mêmes choses. C'est pourquoi mon parti dit, pour dialoguer encore maintenant là, il va falloir vraiment que les gens mettent cartes sur table. Hein? Et qu'on sente que vraiment c'est un dialogue qui va aboutir à quelque chose et qui va permettre au peuple togolais de souffler un tout petit peu. Mais ça ne vaut pas la peine d'aller dans un dialogue à la con où les gens vous prennent comme des imbéciles. Lors de cette session, des points de consensus ont été formulés et des propositions concrètes ont été adressées au gouvernement par les acteurs politiques. Parmi les recommandations, une gouvernance locale plus inclusive en demandant au gouvernement de donner des responsabilités aux élus de l'opposition au sein des conseils municipaux. Voyez-vous, moi je ne fais pas de la littérature. Je ne fais jamais de littérature. C'est ce que nous avons constaté. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de la littérature. Sans suite, je suis un élu local. Je sais quelles sont les difficultés que nous avons à faire avancer nos communes. Hein? C'est comme au Togo, c'est pas la décentralisation qu'on fait, mais on fait de la déconcentration. C'est-à-dire que le pouvoir central a la même mise sur tout. C'est-à-dire, vous êtes seulement des faits-valoir. Monsieur Francis, je sais ce que je dis, puisque je vis la chose. Vous appartiennent. Oui. C'est pas la réalité. Non, je prends l'entière responsabilité de ce que je dis, parce que je n'affabule jamais. Et quand je suis en face, je serai en face même
de ceux qui dirigent ce pays-là. Je leur dirai ce que je pense de leur façon de faire la décentralisation. Ce n'est pas la décentralisation qui est faite au Togo. Monsieur Pedro, c'est de la déconcentration. Monsieur Pedro, les élections restent un moment clé pour la démocratie. Quelles leçons tirez-vous de vos expériences électorales passées et comment l'opposition peut-elle mieux se préparer pour les prochaines échéances? Vous savez, les élections, c'est une plaie au Togo. Beaucoup de Togolais sont morts pour que les élections aient un sens dans notre pays. Mais les élections n'ont plus un sens dans notre pays. Je suis un exemple vivant. J'ai jamais oublié 2015. Et je le dis à qui veut m'entendre. Même dans ma mort, je continuerai pas à dire ça. Même dans ma tombe, je continuerai pas à dire ça. En 2015, j'ai été vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Ce que j'ai vu là-bas, c'est extraordinaire. Heureusement que nous étions habiles en ce moment-là. Nous avons les preuves de ce que nous avançons jusqu'à aujourd'hui. J'ai les preuves des élections présidentielles de 2015 que je vais laisser à la postérité. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'avancer dans le temps, de ne pas rester sur place? Je ne reste pas sur place puisque les élections deviennent un machin. Les dernières élections passées, les dernières élections municipales passées, Madame Assawadi, vous avez 450 inscrits et il y a 20 votants. Mais quand on donne le résultat, vous avez les 20 votants deviennent votants deviennent quelque chose. Parce que j'ai les preuves de ce que j'avance. Malheureusement, nous ne sommes pas à la télé et les auditeurs ne pourront pas voir vos preuves. Donc, si quelqu'un veut les preuves, qu'il s'approche de moi, je lui donnerai les preuves. Je ne fabule jamais. Et ça, c'est mon fort. Parce que quand on doit parler de son pays, on doit pouvoir avoir les preuves. On n'avance pas les choses comme cela. J'ai même arrêté des gens. Puisque j'étais candidat moi-même, je donne le cas de Katanga. Je suis allé arrêter des gens là-bas. Des représentants. Ceux qui doivent représenter mon parti là-bas, on les a enlevés, on a mis d'autres. Quand j'ai appris ça, je suis retourné là-bas très vite. J'ai dit, vous ramenez les choses. Monsieur Pedro, nous devons avancer et surtout œuvrer pour une cohésion sociale. Alors, mais la cohésion sociale, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est ceux qui rappeler les faits. C'est ceux qui gouvernent. C'est ceux qui gouvernent qui sont en train de faire voler en éclats la cohésion sociale. Monsieur Pedro, œuvrons pour un bon vivre ensemble et une cohésion sociale. Mais moi, j'ai jamais pris de fusil pour tuer quelqu'un. Nous devons avancer et ne pas toujours faire un retour en arrière pour faire du surplace. Si vous ne corrigez pas les erreurs du passé, vous ne pourrez jamais avancer. Ça se corrige. Ça ne peut pas être corrigé en une fraction de seconde. Moi je vous donne des exemples. Il y a beaucoup de faits. Si vous voyez les élections qui se sont passées, vous allez voir que ça va de mal en pire. Quand un proviseur de lycée peut mettre des bulletins prévotés dans la poche pour venir les mettre dans les urnes, vous pensez que nous sommes en train d'avancer? Vous tenez ces informations-là de quelle source? Madame, je vous ai dit que je ne parle jamais au hasard. Mais nous ne sommes pas à la télé. Cela veut dire... Non. Cela veut dire que nous avons les images. Ces paroles-là ne sont que des paroles de Francis Pedro. Ce ne sont pas des paroles de Francis Pedro, parce que Francis Pedro peut sortir des vidéos. Puisque nous avons pris nous-mêmes des vidéos où on a vu des gens en train de mettre... d'estampiller les bulletins de vote et de les mettre dans les urnes. Et ça, nous l'avons envoyé
à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas en train d'ababuler. Donc c'est en étude, mais jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous avez déjà eu le retour de la Cour constitutionnelle? Voilà. Comme l'affaire est pendant, vaut mieux ne pas en parler. Voilà, non. Voilà encore pourquoi nous tenons à ce que il y ait un véritable état de droit dans notre pays. Lorsque vous apportez la preuve. Mais c'est à l'étude. Tant que vous n'avez pas le retour, donc c'est préférable de ne pas en parler. Non, pourquoi on n'en parle pas? On n'en parle parce que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême balayent de revers de main les preuves que nous leur avons données. Comment est-ce que vous le savez? Ah, eux-mêmes ils le disent dans leur arrêt, non? Moi j'ai les arrêts. Les droits civiques, la liberté d'expression et la transparence électorale restent un enjeu majeur. Quel progrès reste à réaliser dans ce domaine? Puisque vous avez les preuves, donnez-nous une ligne de conduite selon l'ANC, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si par hasard vous avez le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire en commençant d'abord par votre commune? Qu'est-ce que vous faites là-bas pour que les Togolais puissent être, je ne sais pas, contentes de la transparence électorale? Dans un premier temps, pour la transparence des élections, il faut commencer par revoir le découpage électoral. Au Togo, la loi dit que nous tous, nous sommes égaux. Et le vote, c'est une personne, un vote. C'est ce que la loi a dit. Mais au Togo, le découpage électoral fait de certains Togolais plus supérieurs que d'autres Togolais. J'ai des exemples multiples, mais je vais en donner un. Découpage électoral. La préfecture de Blika a comme population un peu plus de 45 000, un peu plus que ça. 4 sièges de députés. La préfecture d'Allier, à côté, tout juste à côté de Blika, a 85 000 habitants. 2 sièges de députés. Ce qui veut dire que les députés de Blika sont supérieurs aux députés d'Anié. C'est pas moi qui le dis. C'est là, vous pouvez vérifier. Ce n'est pas selon la population des localités. Pour faire un découpage normal, on fait ce qu'on appelle le quotient électoral. C'est le quotient électoral qui donne le nombre de sièges à attribuer à une population. C'est clair et c'est net. C'est pour ça que l'ANC s'est échinée à proposer avec, et nous avons fait une étude avec des géologues, des sociologues, des diplomates, c'est-à-dire tout le Gotha qui doit nous permettre de faire un découpage correct. Nous avons donné et nous avons envoyé ça au gouvernement pour dire voilà la marche à suivre. D'ailleurs, c'est ce que un parti politique de l'opposition normal doit faire. Nous avons fait tous ces calculs-là et nous avons demandé. Alors, quand vous prenez la région des Savanes a 95 900 quelque chose 1000 personnes. Et cette région-là a 12 sièges de députés. Tandis que la région de la Kara a à peu près 757 000 habitants, a 19 députés. Alors concrètement, M. Francis, à partir de là, le découpage, on doit revoir, le recensement, on doit revoir cela, parce que, je donne un exemple, dans la région maritime ici, la région maritime fait à peu près 3 600 habitants. Et sur ces 3 600 habitants, il faut quand même enregistrer les gens, n'est-ce pas?
on donne 3 jours pour l'enregistrement de 3 600 personnes dans la région maritime. On donne 3 jours d'enregistrement des populations dans les plateaux qui fait 1 million, à peu près 1 million 600. On fait 3 jours aux populations de la région centrale là, 3 jours également. Ce qui fait que, en tout état de cause, mais la région maritime est lésée. Donnez-nous votre proposition. Quelle est selon vous les réformes? En même temps, les propositions concrètes. Oui, en même temps, je dénonce, en même temps, la solution est là. Refaire le découpage, refaire normalement le recensement, cette fois-ci, en montant un état civil correct. Au Togo, l'état civil est bancal. Ce qui fait que il faut à chaque fois, à chaque élection, il faut faire un recensement. Si on fait un état civil normal, où dès que quelqu'un est né, automatiquement il est enregistré. Quand il a 18 ans, on lui décerne sa carte d'électeur immédiatement, on n'a plus à perdre de l'argent pour aller faire un recensement électoral toutes les fois que nous devons faire une élection. Maintenant, en plus de ça, il va falloir que les règles qui établissent les règles pour aller aux élections soient égales pour tout le monde. Pendant la campagne, mais on vous dit que sur un média, parce que c'est le régime lui là, tel temps d'antenne. Nous allons en compétition. Et on dit que lui, il doit avoir un temps plus que moi. Alors, où est l'égalité devant la loi? Où est l'égalité devant le vote? Au même moment, il va falloir quand même pénaliser, et ça c'est moi qui le dis, il va falloir pénaliser les actes de fraude, y compris l'organe qui organise les élections et supervise les élections. Quand vous êtes un président de CENI, vous proclamez des résultats faux, vous devez aller en prison. Monsieur Francis Pedro, pas de déclaration sans preuve. Malheureusement, nous sommes à la radio, donc vous ne pouvez pas montrer les preuves pour que les auditeurs puissent être confortables. Les auditeurs qui m'écoutent savent que Francis Pedro, ancien vice-président de la CENI, n'affabule pas. Il dit les choses qu'il a vécues lui-même. La participation citoyenne est essentielle. Alors, Monsieur Francis Pedro, comment voyez-vous le rôle de la jeunesse togolaise dans la construction d'un futur démocratique? Nous avons déjà commencé par en parler. Il va falloir que la jeunesse se prenne en charge. D'abord, en s'éduquant. Et pour s'éduquer, il faut qu'on lui permette de s'éduquer vraiment. Regardez dans nos écoles. Surtout, allez dans les CEG, les cours primaires. Vous avez 4-5 personnes dans un même banc. Comment voulez-vous que l'enseignant puisse faire un bon travail? C'est à partir de là qu'il faut former la jeunesse. En dehors de la formation didactique, il va falloir qu'elle-même se dise, mais c'est mon pays, je dois travailler pour mon pays. Monsieur Francis Pedro, bon, vous avez en long et en large fait l'état des lieux. Maintenant, dites-nous concrètement comment voyez-vous le rôle de la jeunesse togolaise dans la construction d'un futur démocratique. Mais vous avez déjà fait le rôle n'est pas en dehors de ce qui se fait. La jeunesse doit suivre les aînés. Les aînés qui font bien, parce qu'il y a des aînés qui déconnent aussi, beaucoup. La jeunesse doit se départir du mensonge. La jeunesse doit se départir de la fainéantise. La jeunesse doit se départir des stupéfiants.
Parce que dans les écoles aujourd'hui, eh ben, la drogue, ça pilule partout. Ce n'est pas avec ça qu'on construit un pays. La jeunesse, je suis malheureux quand on nous parle de ces STAPS dans nos établissements. Avec ça, je vous assure, la jeunesse là ne va rien construire démocratiquement ni économiquement dans notre pays. Donc, il faut se prendre en charge. Il faut que la jeunesse se dise je suis l'avenir de mon pays. Donc, déjà, à la maison, en écoutant ses parents, en obéissant à ses parents, et puis à l'école, en apprenant juste, en respectant les enseignants, et puis à l'université, approfondir ses connaissances, et qu'on lui permette qu'à l'université, qui est quand même une bibliothèque digne de ce nom, pour que la jeunesse puisse, qu'on permette que les étudiants puissent travailler avec des portables. Après avoir si on n'a pas ça, les réformes et les perspectives citoyennes, explorons maintenant les projets concrets et les ambitions pour l'avenir. Alors dites-nous, quels sont vos projets et ambitions pour l'ANC et pour le Togo dans les prochaines années? Pour l'ANC, j'ai déjà commencé par dire notre projet de société. Il nous faut obligatoirement construire un état de droit. Parce que s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez rien. Regardez, si vous n'avez pas une justice normale, correcte, où les juges disent le droit, vous pensez que les opérateurs économiques vont venir dans vos pays? Ils ne viendront pas. Donc, pour l'ANC, c'est fondamental la construction de l'état de droit. C'est la première des choses qu'il fallait faire, ou qu'il faut faire dans notre pays. Dans notre pays. C'est pour ça que nous sensibilisons toujours, à chaque fois que nous devons faire une sortie, nous sensibilisons les jeunes, les femmes, sur ce secteur-là. La justice est une plaie. Il faut la reconstruire totalement. Il faut une séparation nette des pouvoirs. Si la justice et les autres sont inféodés à l'exécutif, vous ne pouvez rien faire dans le pays. Donc pour nous, il faut la séparation. Et ça fait partie de l'état de droit. Vous voyez que nous sommes bien réglés dans la tête. C'est pour ça que les questions des élections, nous prenons ça comme quelque chose de très fort qui doit nous amener à résoudre ce problème-là. Je fais une parenthèse pour vous dire, il y a eu des élections dans les communes la dernière fois pour élire l'exécutif. Tout le monde sait tout ce qui a été dit sur le président national de mon parti, alors qu'il n'en est rien. Il est allé négocier des choses. C'est-à-dire, nous sommes à bavarder seulement au Togo. Il est allé faire ceci, il est allé faire cela. C'est le RPT qui lui a donné son poste. Alors que, rien. Nenni, voilà, hier, dans leur commune là, ils ont mis en place les commissions. Monsieur Francis, allez regarder. Toutes les commissions ont été gagnées par la majorité que le maire, qui est mon président national, a mis en place. Il n'y avait plus uni quelque part. Il n'y avait plus personne quelque part. Pour garantir la confiance des citoyens dans la démocratie, quel message souhaiteriez-vous adresser aux Togolais qui aspirent plus de transparence, de justice, d'équité dans notre pays, tout en pensant à la cohésion sociale? Madame, les Togolais ne sont pas bêtes. Les Togolais savent ce qu'ils veulent. Tout ce que moi je vais ajouter, c'est que les Togolais ne boivent pas tout ce qui leur tombe sur la tête. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une information comme ça que quelqu'un sort, il faudrait que nous puissions utiliser notre discernement pour dire, est-ce que ça c'est vrai vraiment? Est-ce que ce qui est dit là, est-ce que c'est vrai?
avant, ne buvons pas les choses qui nous tombent dessus. Et c'est ça qui détruit ce pays. Le Togolais doit s'écarter du mensonge. On ment trop au Togo. On ment à telle enseigne que finalement, quand la vérité même pointe le nez, nous ne savons plus que c'est la vérité. Parce que nous avons tellement menti dans notre pays. La cohésion sociale passe par le respect de l'autre. Madame Assoma, ici je ne vous respecte pas. Je ne vois pas ce que vous allez faire avec moi. Il faut que je vous respecte en tant que personne, dotée de toutes les facultés que Dieu vous a données. Il faut que vous aussi vous me respectez. Si vous n'avez pas d'égard pour moi, ça sera difficile que je vienne faire quoi que ce soit avec vous. Alors, madame, si en sortant d'ici, je dis, ah, vous voyez là, je viens de sortir chez madame Assogwabi, j'ai vu des kilos d'argent sur sa table. Oui, moi-même j'ai vu. C'est quelqu'un qui est venu déposer ça. Alors que j'ai rien vu. Et si les gens prennent ça comme argent comptant de haut, eh bien, je vous ai détruit. J'ai détruit tous ceux qui travaillent avec vous. J'ai détruit votre radio parce que ce que les gens vont colporter ne va plus vous permettre de faire des émissions comme vous êtes en train de faire là pour éveiller la conscience du peuple. C'est pour cela que si vous parlez de cohésion sociale, ça commence par le respect des uns et des autres. Et le régime doit comprendre que lorsqu'on gouverne, on respecte ceux qu'on gouverne. Enfin, selon vous, quelles sont les priorités immédiates pour l'opposition et les acteurs politiques afin de renforcer la stabilité et la démocratie au Togo? Je vous assure, l'opposition a déjà fait ce qu'elle doit faire, a déjà dit tout ce qu'elle doit dire pour que la démocratie s'instaure dans notre pays. Il reste au régime qui nous gouverne de comprendre que le pays ne lui appartient pas seul. Le pays appartient à tout le monde. Le pays appartient à tout, même ceux qui ne sont pas dans un parti politique. Ils sont des citoyens quand même. On doit pouvoir les écouter. On doit pouvoir. Quand quelque chose ne va pas dans le pays, qu'on permette quand même que les citoyens puissent le dire. Puisque la Constitution dit, après Dieu, c'est le peuple. Et c'est en dernière position que viennent les dirigeants. C'est-à-dire, les dirigeants sont les serviteurs du peuple. Si on comprend ça comme ça, la démocratie va s'installer définitivement dans notre pays. Je suis contre tous ceux qui disent que la démocratie c'est pour les blancs. Mais les blancs ils ont le sang rouge dans leur corps, non? Et nous autres Africains, c'est notre corps qui est noir, mais nous avons le sang rouge quand même, nous avons besoin de l'air, nous avons besoin d'être libres, non? Donc la démocratie c'est pour tout le monde, qu'on soit jaune, rouge, je ne sais pas jaune, je ne sais pas blanc ou noir, la démocratie c'est la même chose pour vous avez besoin de manger, j'ai besoin de manger. Vous avez besoin de téléphoner, j'ai besoin de téléphoner. Le blanc aussi, le jaune aussi. Nous n'allons pas être là pour que, jusqu'à ce que les jaunes nous fabriquent de téléphones, nous on ne fabrique rien. Il est important de noter que ces derniers mois, le gouvernement togolais a multiplié les initiatives visant à renforcer la transparence et la participation citoyenne par le biais de consultations régulières avec les partis politiques de dialogue institutionnalisé, comme le cadre permanent de concertation, et de mesures pour améliorer le processus électoral. L'exécutif cherche à instaurer un climat de confiance entre les citoyens et les institutions. Ces efforts traduisent la volonté de garantir que chaque Togolais se sente impliqué dans la construction d'une démocratie plus ouverte et inclusive. Vous avez bien parlé, nous madame. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Quel sera votre mot de fin? Madame, vous avez bien parlé. Quand on vous écoute, on va croire que nous sommes
dans un pays où tout va bien. Or, au Togo, rien ne va. Allez au grand marché, vous allez le savoir. Si vous m'avez invité, c'est pour que je dise les choses, pour que ça puisse améliorer quelque chose pour le pays. Vous avez parlé de transparence. Moi, je peux vous dire qu'il y a transparence nulle part. Parce que je peux donner un exemple. La construction du siège de l'ONATO, aucune transparence. La construction des routes, aucune transparence. L'argent du phosphate. Est-ce que vous savez comment c'est géré? Alors que la Constitution dit que je dois savoir. Monsieur Pedro, l'ordre du Togo, vous aimez le diamant du Togo. Ce que vous faites, il n'y a pas de transparence. Et nous avons demandé la transparence. Nous avons, l'ANC a demandé au gouvernement, donnez-nous la liste des sociétés d'État et les parts dedans. La loi dit que nous devons l'avoir. Hein. Ça fait des années on a demandé ça, on n'a jamais eu. Vous savez pourquoi on l'a jamais eu? C'est parce que il y a des gens qui sont au gouvernement et ils sont actionnaires dans les sociétés d'État. Monsieur Pedro, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci madame de m'avoir invité. Merci à vos auditeurs de m'avoir écouté. J'ai pas la langue de bois, mais je dis, pour une fois, réfléchissons dans notre pays et quand une information nous tombe dessus, essayons de mettre à concurrence notre discernement avant de propager de fausses informations dans notre pays. Et c'est ça qui enlise notre pays, qui enlise la venue de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. J'ose croire que, bon, les Togolais vont tirer quelque chose dans ce que je viens de dire tout à l'heure, et que demain, nous tous, nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour notre pays. Pas nous battre parce que tel a la tête condolée ou tel a, ou bien, non. Nous allons nous battre pour notre pays. Pour le moment, ceux qui nous dirigent ne se battent pas pour notre pays, ils se battent pour eux-mêmes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Je remercie tout le monde et Dieu veille sur notre pays. Alors que le Togo avance sur le chemin de la démocratie, la cohésion sociale demeure le ciment de toute réussite politique et économique. Le dialogue, le compromis et l'ouverture d'esprit sont indispensables pour transformer les tensions en opportunités de progrès partagés. Comme l'affirmait le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, la cohésion sociale est la condition première de tout développement durable. Ainsi, la responsabilité de chaque acteur, du gouvernement aux partis d'opposition, en passant par la société civile, est de travailler ensemble pour un Togo plus uni, plus stable et plus prospère. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci Francis Pedro pour ce partage. Et surtout je note qu'au parti, je suis secrétaire général adjoint, chargé des relations avec les médias. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Macho, mado, mayina nyama wiyelo. We potanya chonya devi makava sada hebe. Tamado dosi na wada nunya ava emme. Anyama hanu nyama chichio, makojijo nyama bichio. Nusia nyama hiya Yehowa awenamlo. Nyama hanu nyama chichio, makojijo nyama bichio. Nusia nyama chichio Yehowa awenamlo. Yama kumanda palo. Apena o nyama we. Apana o. Si wona wata miata palo. Yama kumanda palo. Apena o nyama we. Apana palo. Si wona wata miata palo.
madu ataja na nyamau bobo na nyamau madu akeshe na nyamau alaka alala madu abaja na nyamau bobo na nyamau baba shiko na nyamau alaka alala alala yo ya nyetonya nukaye ajingona na kutowo wa badenu nyeta yo ya wabana awonya mau ya lololo nyamau ya kekelo nande kama gbawo wone yo mata bi koko